bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous pour le 15e épisode de notre série annuelle. Je ne vais pas vous faire un résumé des 14 épisodes précédents. Ce serait vraiment difficile. Mais pour ceux qui sont là pour la première fois, je vais quand même vous dire au moins le thème de la série que vous avez cette année. Et le thème de la série, c'est les différents moments où j'ai compris quelque chose de la pratique de la méditation et de la manière dont je l'enseigne aujourd'hui. Les 2 dernières séances ont été consacrées au monde bouddhiste, d'abord pour montrer la splendeur de la tradition tibétaine et ce que je lui devais, puis la semaine dernière de montrer comment je me suis cassé les dents sur un certain nombre de concepts et de manières dont la tradition se devient un peu figée. Et donc il n'était pas idiot aujourd'hui de réfléchir à ma découverte de l'impact de la méditation sur le travail de tant d'artistes modernes, le rapport entre méditation et art. Je vous ai parlé de l'impact décisif dans ma compréhension de la pratique de la méditation de Francisco Varela, qui était ce chercheur en sciences cognitives, qui avait travaillé particulièrement sur la vision et la vision de la couleur chez les animaux, et qui était un chercheur hors pair, un penseur exceptionnel, mais aussi un pratiquant hors du commun qui m'a formé à la pratique de la méditation. J'avais souligné que c'est lui qui m'a d'abord formé à la pratique de la méditation et conduit à enseigner, alors que je n'y pensais pas du tout. Et cela avant de découvrir le travail qui était le sien, que j'ai découvert surtout au moment de la publication de l'Inscription corporelle de l'esprit, qui est son livre majeur dans lequel il parle des liens entre sciences cognitives, méditation et phénoménologie. J'étais très intéressé par l'art et un jour Francisco me parle d'une grande rencontre auquel il avait participé en 1990 et dont le thème de cette rencontre était « L'art rencontre la science et la spiritualité pour un changement économique ». C'était en anglais « Art meets science and spirituality in a changing economy ». C'était une rencontre qui eut lieu à Amsterdam, organisée par Joseph Beuys et Phil Yu, dans lequel participèrent de très nombreuses personnalités, dont Rauschenberg, le Dalai Lama, John Cage et de très nombreux scientifiques. Alors j'étais assez stupéfait. D'abord, il m'en a parlé, mais il ne trouvait plus où était le volume qui parlait de cette rencontre. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas Price Minister qui rend des services tous les jours pour lorsqu'on cherche un livre pas facilement trouvable. Alors là, pour essayer de trouver où je pourrais acheter en anglais Art meets Science and Spirituality in a Changing Economy, le colloque qui avait lieu à Amsterdam en 1990, on devait être peut-être en 1995 quand il m'a parlé de ça. C'était compliqué. Alors j'étais dans une librairie spécialisée, ils étaient passionnés par le titre. Donc c'était vraiment magnifique. C'était le temps des libraires qui sont malheureusement dans une situation tragique aujourd'hui.
Et la libraire dit, j'ai vraiment essayé de vous trouver livre, et de semaine, je revenais régulièrement toutes les semaines, et sa recherche avançait, mais je crois bien qu'il a fallu quelques mois avant qu'elle trouve le précieux ouvrage. Évidemment, le choc que j'ai eu, c'était que la pratique de la méditation, et même dans son visage bouddhiste, loin d'être quelque chose d'un peu singulier ou étrange, ou à part, comme c'est devenu aujourd'hui un peu le cas bizarrement, était pris très au sérieux par nombre des plus influents artistes de cette époque-là. Et le rapport de Phil Yu au bouddhisme et au Dalai Lama pourrait donner l'occasion d'une soirée entière d'enseignement, tant là, il se passe beaucoup de choses, et c'est d'une grande richesse. Une des phrases clés sur lequel est revenu Francisco Varela donc c'était une série d'entretiens qui ont été publiés, et une des phrases clés qu'il a dites, c'est « La question clé est la créativité. La grande sagesse de toutes les grandes traditions, nous confronte au fait qu'il n'y a pas de terrain solide sur lequel nous tenir. » C'est une phrase tout à fait qui condense l'essentiel de ce que je voudrais essayer de ce qui m'a frappé et de ce que je crois décisif. Donc la grande sagesse, disons, des traditions nous apprend non pas qu'on va pouvoir faire le vide dans la tête et atteindre un état de perfection confortable, mais justement qu'il n'y a pas de terre solide où nous pourrions tenir, où nous pourrions nous appuyer, que l'existence humaine est la confrontation à une forme de chaos. Nous vivons dans une forme de chaos, pas seulement à cause de l'ampleur de la crise économique, mais toutes les époques sont marquées par une forme de chaos qui est plus ou moins reconnue, plus ou moins assumée, mais là où il y a des êtres humains, il y a le chaos, ne serait-ce que parce que nous ne savons pas à quel moment nous allons mourir. Donc il y a une incertitude inhérente à toute existence humaine. On pourrait le dire autrement, il y a une incertitude qui constitue notre existence, et avoir rapport à cela, c'est ce que Francisco Varela appelle, de manière tout à fait étonnante, la créativité. Le fait que pour l'être humain, rien n'est déjà connu une fois pour toutes, mais qu'il y a toujours à faire une épreuve à neuf. Créativité, évidemment, il ne faut pas l'entendre au sens un peu bêta du terme. C'est ça que moi, en général, je suis toujours un tout petit peu résistant au terme, parce qu'il ne s'agit pas par la créativité de dire « Ah, je suis créatif, et donc je fais des napperons avec des spaghettis et tout le monde doit regarder comment je suis génial ». Pour caricaturer, disons, une idée un peu de la créativité un peu narcissique, un peu, mais évidemment, ce n'est pas ça dont parle Francisco Varela, mais la créativité comme le fait de prendre un risque, le fait d'entrer, de prendre un risque. Or, toute œuvre d'art véritable est bien cette expérience d'un risque hors de
du confort, d'une sécurité illusoire et fausse. Est-ce que tout le monde voit là? Et là, ce que Francisco expliquait, et là c'est toujours merveilleux de le voir parler, j'étais content de le relire parce qu'il est scientifique, donc il a vraiment ce bagage et cette approche. Et c'est très beau comment il explique que nous nous trompons, et les scientifiques se trompent beaucoup en pensant que la seule intelligence serait celle de la logique. Mais l'idée que l'esprit serait purement logique est une absurdité. Et comme il est scientifique, il part de la compréhension de l'esprit humain. Et la découverte, en plus lui, on dit, dans les années 80, 90, la découverte dont il va essayer la grande découverte de Francisco Varela, c'est de dénoncer l'approche de nombreux scientifiques qui expliquent, j'ai oublié quel était le scientifique qui disait « l'esprit humain c'est de la viande avec un ordinateur », qui est une manière un peu brutale, mais d'essayer d'expliquer une conception qu'on trouve encore répandue. Et le travail de Francisco, c'était de montrer l'absurdité de cette perspective très étroite. Et le problème qui est apparu comme majeur pour ceux qui travaillaient sur l'intelligence artificielle, c'est que les difficultés qu'ils vont rencontrer ne sont pas du tout celles auxquelles ils s'attendaient selon la perspective logique. Problème majeur, comment comprendre qu'un insecte, le plus petit insecte, vole dans une pièce sans se cogner au mur? Ce n'est pas une intelligence rationnelle dont il fait part, mais cette intelligence à reproduire est infiniment plus complexe qu'on pouvait le penser. Et donc, la véritable intelligence que découvre Francisco et sur laquelle il va travailler toujours, c'est donc une intelligence qui s'inscrit corporellement dans une situation. Et c'est cette intelligence qui s'inscrit corporellement dans une action qu'il va essayer de travailler, et donc c'est pour ça le titre de son livre est la notion d'énaction qu'il va fonder, mais c'est pas le sujet de ce soir n'est pas de vous parler de cette approche scientifique. Et donc, la créativité, entendue comme le fait de risquer d'entrer dans l'inconnu de manière profondément incarnée, vivante, est une forme profonde d'intelligence qui est en rapport avec l'abîme, qui est une manière de ne pas nier l'abîme, mais d'ouvrir un rapport à l'abîme. Et ce qui est absolument important, c'est l'absence de sol stable, qui est donc la condition humaine, mais que la modernité nous fait éprouver au carré. Il faut peut-être que j'explique. Tout être humain, en tant qu'il est humain, est confronté à cette absence de solidité, à cette vulnérabilité, à cette incertitude. D'accord? Mais notre époque est la crise de tous les ordres fixes. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Nietzsche nomme la mort de Dieu, qui est la mort d'un Dieu, point de référence de la solidité du monde, mais qui est aussi la fin de la royauté d'ordre divin, etc., et d'une certaine ordre de représentation qui nous donne l'illusion d'un monde stable. La modernité, qui apparaît avec Cézanne et Rimbaud, est l'expérience, mais aussi avec Hölderlin et Baudelaire, est l'expérience première d'assumer cette absence de solidité poétiquement. Moi, je préfère dire poétiquement que de manière créative, mais si on entend comme il faut, pourquoi pas. Puisque avec Cézanne, le monde qui nous est montré n'est plus un monde stable, mais un monde où chaque point du tableau est le centre. Dans un tableau classique, il y a un point de fuite qui est le centre. Avec Cézanne, le centre est partout. Mais si on prenait la musique de Debussy, on pourrait tout à fait voir comment la musique de Debussy, aussi, le centre commence à devenir partout,
parce que le jeu des nuances et des modulations est d'une telle subtilité que est soutenue pleinement cette absence de sol ferme. Et cette absence de sol ferme, donc, qui est propre à notre humanité et qui est redoublée à notre époque, conduit à un désespoir terrible. Conduit, oui, au désespoir et même au nihilisme. Puisqu'il n'y a plus de Dieu réel comme garant de l'ordre stable, comme il n'y a plus, au fond, de possibilité d'une consolation complète. Vient une forme de désespoir ou de nihilisme. Et la réponse que donne la pratique de la méditation, c'est qu'il est possible d'apprivoiser cette absence de sol de manière joyeuse, ou de manière, disons, peut-être on pourrait dire de manière heureuse. Et donc l'alternative, il ne s'agit donc pas juste de voir cette absence de sol, mais il s'agit d'apprendre à y habiter. Comment habitons cette absence de sécurité? Et on apprend à habiter cette absence de sécurité, en partie par la pratique de la méditation, qui nous aide grandement. Pourquoi? Parce qu'elle nous apprend de manière, par une inscription corporelle, à entrer dans cette absence de sécurité. Donc on pourrait dire, peut-être il faut dire encore plus clairement, si nous ne faisons pas attention à notre existence, alors vient le nihilisme. Le nihilisme, c'est le manque d'attention quant à sa propre existence. Et le signe majeur de notre temps, c'est la coupure, je le dis toujours sur tous les tons, et ça c'est peut-être le leitmotiv de tout ce que j'ai dit cette année, le signe majeur de la situation de notre temps, c'est la coupure que nous avons avec notre propre expérience, c'est-à-dire le manque d'attention que nous avons quant à ce que nous vivons, qui est une forme de nihilisme et qui favorise le nihilisme ou la désespérance. Et je fais juste une parenthèse. L'optimisme qui est promu aujourd'hui est une forme terrible de nihilisme. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir, mais l'optimisme est une forme de nihilisme parce que c'est pas une vraie, ça ne vous inscrit dans aucune, ça ne vous inscrit pas dans une expérience réelle. Ça vous fait rêver que quelque chose va s'arranger plus tard. Donc, sans fondation, nous avons besoin de pratiques humaines, parce qu'il ne s'agit pas de connaître quelque chose, il ne s'agit pas de connaître l'absence de fondement, il ne s'agit pas seulement de reconnaître l'absence de fondement, il s'agit de faire face à cette absence de sécurité de manière plus heureuse. Or, devant cette absence de solidité, nous avons une tendance à solidifier de manière panique tout ce qui est. Devant l'absence de sécurité, nous avons tendance à geler la situation pour essayer d'éviter cette absence de sol. Telle est l'expérience de créativité qui est, au fond, méditer, c'est une expérience de créativité au sens où nous allons à l'aventure de ce qui advient. Donc l'important, ce n'est pas de ce qu'on fait, c'est que quelque chose advienne dans cette rencontre, dans la rencontre de l'inattendu, plutôt que de geler l'inattendu pour être en sécurité. Et une fois que j'ai commencé à voir ça, une fois que Francisco m'a expliqué ça, donc j'ai lu son texte et que nous en avons parlé, et que j'ai vu ça,
Il se trouve que par ailleurs, depuis mon plus jeune âge, ce qui me passionnait, c'était l'art moderne. Je ne crois pas en avoir parlé cette année, non? En tout cas, tu ne te souviens pas? Tu dirais oui ou non? Alors, depuis mon jeune âge, je me passionnais pour la peinture et particulièrement pour l'art moderne. Et un des chocs les plus forts qui m'a marqué quand j'avais 14 ans, il faudrait vérifier, c'est l'exposition Kandinsky, qui a été pour moi la grande exposition Kandinsky. En 80, je ne sais plus. Donc il faudra regarder. Ça m'avait vraiment, ça m'avait beaucoup marqué. Et les non-lieux de Jean Dubuffet. Ça, c'est vraiment une des plus belles expositions que j'ai vues de ma vie, c'était les non-lieux de Jean Dubuffet. En 84, ça je suis sûr. L'exposition Kandinsky, je ne me souviens pas, mais les non-lieux de Jean Dubuffet, ça c'est... Kandinsky, on est né en 84 aussi. Ah oui, c'est possible. C'était extraordinaire l'exposition Mais l'exposition de Kandinsky, c'était formidable, mais l'exposition, je fais juste une parenthèse, ce qui était extraordinaire dans l'exposition des non-lieux de Jean Dubuffet, qui est les dernières œuvres qu'il a faites, c'était que je voyais une œuvre faite en même temps que moi où je vivais. Kandinsky, c'était avant moi, donc c'était une œuvre un peu historique. Mais ce qui m'avait vraiment frappé chez Jean Dubuffet, c'est que j'ai vu des œuvres du plus haut niveau possible. Et il se trouve que 84, 94, 2004, aïe, presque 30 ans plus tard, je crois que c'est des œuvres parmi les plus grandes de l'histoire de la peinture. C'était très frappant de les voir. Enfin, c'est pas ça le... Et donc, j'avais vu ces œuvres qui m'avaient frappé par leur... par l'audace et le risque assumé qui vous pose dans un espace complètement ouvert, complètement ouvert. Ce que je trouve extraordinaire dans la peinture de Kandinsky, c'est que même un dessin de Kandinsky est un espace qui ne ressemble à aucun autre espace, qui n'est pas un espace que vous connaissez déjà, et parce que vous ne le connaissez pas, il est fidèle à l'expérience de l'espace plus originaire. Quand nous voyons une photographie banale dans un journal, il n'y a pas d'espace. Et quand nous voyons un dessin habituel en perspective, il n'y a pas d'espace. On reconnaît les choses. Pour qu'il y ait de l'espace, il faut que nous soyons déplacés du rapport habituel que nous avons pour que nous sentions ce qu'est vraiment l'espace. Non l'espace comme ce qu'on peut mesurer, au sens où il y a de l'espace, parce qu'ici, cette pièce fait, je ne sais pas, 200 mètres carrés. Non, mais l'espace comme cette ouverture qui a son propre rythme et son propre souffle. Donc, ça m'avait beaucoup frappé. Et ce qui m'avait frappé chez Jean Dubuffet, c'était que l'espace était un non-lieu. Alors là, c'est très beau, parce que non-lieu, si vous voulez, c'est l'utopie, le non-lieu. C'est le non-lieu comme pure présence non saisissable. Et tout le travail de Jean Dubuffet dans les non-lieux, c'est comment montrer l'espace avant que la pensée ne le saisisse. C'est pour ça qu'il appelle ça non-lieu, parce que c'est avant que la pensée dise « voici un verre, quelle expérience j'ai du monde, de la présence du monde ». Alors, je voyais bien comment l'art nous met en rapport à cette présence, et je voyais bien que la méditation avait un rapport à la présence, mais les choses ne s'articulaient pas vraiment. Et ce que disait Francisco m'a beaucoup aidé. Ce que fait l'art, particulièrement encore une fois l'art moderne, c'est nous faire assumer cette absence de sol fixe pour entrer dans l'aventure véritable d'un rapport neuf à soi, aux autres et au monde, dont témoignent par exemple Kandinsky et Jean Dubuffet. Et ça, c'était vraiment... Et là, je commençais à voir
en quoi la méditation, loin d'être une activité orientale, est une activité qui vient répondre à un basculement de l'histoire de l'Occident, qui est le basculement de la modernité. Ce basculement, le basculement de la modernité, c'est apprendre à assumer l'absence de sol. Cette absence de sol, ce qui fait le propre de l'œuvre d'art moderne, ce qui fait le propre de la créativité, si on garde le terme, c'est donc que l'artiste ne sache pas d'avance ce qu'il va faire. Si un artiste sait exactement ce qu'il va faire, ce n'est plus à proprement parler, il n'y a plus de créativité au sens dont nous parlons ici. S'il sait exactement ce qu'il va faire, il réalise un plan. De ce point de vue-là, l'art contemporain, de ce qu'on appelle art contemporain, pour 95%, est un art contre la modernité, puisqu'il s'agit d'un art qui repose entièrement sur la planification. Il reste encore 5% d'art moderne dans l'art contemporain. Mais c'est un pourcentage en gros. C'est juste pour que vous voyez le phénomène. C'est très important parce que qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on appelle l'art contemporain? On a un projet et ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le projet. C'est le projet qui compte. La réalisation, au fond, les quelques artistes qui marchent bien ne font pas eux-mêmes leurs œuvres. Ils ont des équipes qui les font, qui n'ont rien à voir avec les ateliers qui pouvaient aider Rubens, qui sera encore une autre question. Et donc, c'est le projet, et donc l'absence de cette créativité, qu'on pourrait dire l'absence, dans mon langage, de poésie. Et donc, ce que je commençais à comprendre, c'est que la poésie est la vérité de la méditation, et la méditation est la vérité de la poésie, particulièrement à l'âge de la modernité. Ce n'est pas pour rien que Marina Tsvetaeva dit à propos de la poésie une phrase que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que la poésie? Le premier millimètre d'air au-dessus de la Terre. Et le premier millimètre d'air au-dessus de la Terre, c'est ça l'expérience dont je vous parlais, que j'ai faite en voyant les Kandinsky. C'est le premier millimètre d'air au-dessus de la Terre. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans un rapport connu à l'espace et au temps, mais quelque chose devient plus libre, plus créatif. Il m'a fallu beaucoup d'années pour que cette intuition, disons, que je vous ai livrée comme ça un peu rapidement, que j'ai développée dans mon livre Comprendre l'art moderne et puis dans mon livre Pourquoi la poésie, de comprendre que c'était pas juste une intuition, mais la pure vérité. Et plus on creuse, plus le phénomène apparaît de manière saisissante. Un des plus grands poètes de l'histoire du XXe siècle, c'est Ezra Pound. J'espère que vous connaissez, mais Ezra Pound est un poète décisif dans l'histoire de la modernité. Il est beaucoup évidemment connu aux États-Unis puisqu'il est américain, et il a joué un rôle majeur, pas seulement dans son travail, mais aussi dans la manière dont il a révélé à lui-même la plupart des grands poètes américains. Et le rôle qu'il a joué au fond enfin tout ce qu'il a joué, il a joué un rôle absolument inouï de redécouvreur de toute l'histoire de la littérature. C'est quelqu'un d'absolument exceptionnel. En 1914, il écrit un texte
dont je vais vous lire un extrait. Il y a 3 ans, à Paris, je suis sorti du métro à Concorde et soudain j'ai vu un beau visage, puis un autre et encore un autre, et j'ai essayé toute la journée de trouver des mots pour dire ce que cela signifiait pour moi. Et le soir, subitement, j'ai trouvé l'expression adéquate, mais non pas dans la parole, dans des masses de couleurs. C'était le commencement, pour moi, d'un nouveau langage. C'est vraiment très éclairant parce que, donc, quelque chose va apparaître pour lui d'une expérience absolument neuve, qu'on peut dire entre guillemets de créativité, quand il laisse tomber le déjà connu, qui n'est en fait qu'un filtre qui empêche de faire l'expérience de la réalité, pour entrer dans la singularité de l'expérience. Et s'il y a bien un sens de la méditation, c'est de nous faire découvrir la singularité de notre expérience. C'était le commencement pour moi d'un nouveau langage. J'ai écrit un poème de 30 vers et je l'ai détruit aussitôt parce que c'est du travail de 2e ordre, sans l'intensité souhaitable. 6 mois plus tard, j'ai fait un poème réduit de moitié. 1 an plus tard, j'ai écrit la phrase qui suit, qui a une allure de hokku. C'est une forme de haïku, mais il y a une distinction. Je vous la lis. L'apparition de ces visages dans la foule, pétales sur une branche noire mouillée. Et Pand a toujours considéré que c'est par ce poème, qu'il a intitulé In a Station of the Metro, qu'il était entré dans la modernité. De quoi ? L'apparition de ces visages dans la foule, pétales sur une branche noire mouillée. Mouillée. L'apparition de ces visages dans la foule, pétales sur une branche noire mouillée. Il faut juste, pour que vous compreniez le choc qu'il a vécu, vous imaginez que là, on est en 1912. Le texte est de 1914, mais là, c'est ce qu'il a fait en 1912. À l'époque, la littérature est d'une... Et comme il dit, il a l'impression d'être sorti de la poésie faite des ornementations qui ne sont qu'astuces et dont n'importe qui, s'il est assez subtil, peut apprendre l'usage. Donc, si vous voulez, c'est cesser d'apprendre la poésie ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, je ne sais pas si j'ai compté si j'en ai fait bien 10 ou 12, ta-ta-ta-ta-ta, et puis qu'il y a des ornementations, et vous voyez, tout un jeu assez fabriqué, qui n'a pas, ce dont nous parlions dans l'instruction de méditation, qui n'a pas l'innocence voulue. Mais pourquoi je vous cite ça et que je disais, ce qui est étonnant, c'est qu'en travaillant, je me suis rendu compte à quel point mon intuition était beaucoup plus forte que je ne le pensais, puisque la modernité est née de la rencontre avec le haïku, avec quelque chose qui venait de l'Orient et qui ouvrait ce rapport plus méditatif à la poésie et moins construit. C'est quelque chose de décisif. Alors, je pourrais vous parler ici de Bonnefoy, qui a parlé sur le haïku et qui a montré à quel point c'était décisif. Et de très nombreux autres. Mais on pourrait aussi parler dans la peinture, puisque de Monet à Van Gogh, la peinture moderne naît de cette confrontation avec l'espace japonais qui va aider à sortir de l'espace, disons, structuré par avance, et donc entrer dans ce risque de cette présence neuve et d'une autre créativité. Par un ensemble de hasards, je me suis retrouvé chargé de cours à l'université Paris 8 dans ces années-là. Alors je m'étais promis de noter les dates pour essayer de faire une chronologie un peu conséquente de
d'épisode en épisode, mais je ne suis pas très bon pour me souvenir, mais disons, il y a, à un moment, j'ai enseigné. Et comme il n'y avait pas de, comme l'université est dans l'état de détresse que nous lui connaissons, il faut peut-être employer un mot un peu moins fort que détresse, dans l'état de comment? De difficulté. L'université, dans l'état de difficulté qu'elle est, il n'y avait absolument, mais pas le moindre espace réel pour faire quoi que ce soit avec les élèves. Et puis, je me disais, puisqu'on me donne l'occasion d'avoir un cours avec les élèves, qu'est-ce qui serait important de faire? Certainement pas de faire ce qu'on fait en général. Les élèves font un travail et le professeur vient juger le travail des élèves. Je trouvais que ce n'était pas du tout ça qu'il fallait faire, puisque ce qui compte, c'est l'expérience de créativité, c'est donc l'expérience d'entrer dans l'inconnu et d'assumer quelque chose d'une certaine prise de risque et d'apprendre à regarder à neuf. Hein, c'est ça que nous montre aussi Pande, c'est qu'est-ce que ça veut dire la créativité, c'est apprendre à regarder à neuf, avec une rigueur extrême. C'est ça aussi que le mot créativité fait oublier, c'est que c'est une rigueur extrême. Apprendre à regarder avec une rigueur extrême, à neuf. Je me suis dit, il faut que je trouve une autre manière d'enseigner que la manière dont on enseigne les arts. Et je me suis dit, je vais emmener les élèves dans Paris. J'avais un cours, comme c'était un cours pratique, j'avais 6 heures. Alors, je me suis dit, j'emmène les élèves dans Paris, et pendant 6 heures, on va voir dans quel état on travaille. Plutôt que de juger le résultat, travaillons sur l'état qui conduit à œuvrer poétiquement. Qu'est-ce que c'est l'état dans lequel on travaille? Et je me dis, si les élèves, je leur dis quelque chose sur cet état-là, ce sera beaucoup plus précieux que si je leur donne, je juge leur travail. Puis, une chose qui me semble évidente, c'est quel intérêt ça a de juger le travail d'un élève. De toute manière, ce qu'on fait à l'école, c'est pas ça qui est, on n'est jamais accompli. Donc, c'est pas intéressant de juger là-dessus. Et dans la vérité du travail réel, des fois vous êtes c'est complètement raté, mais vous avez appris des choses, et des fois c'est réussi parce que vous êtes dans le goût du jour, mais au fond, vous vous éloignez de vous-même. Donc, c'est vous-même qui devez savoir jusqu'où vous vous approchez de ce qui est le plus juste pour vous et de ce que vous avez à dire. Alors donc, j'ai emmené les élèves dans Paris, on se voyait, et je réfléchis, je parle avec eux de comment ils allaient faire quelque chose. Puis alors, très vite, pendant quelques années, ils avaient été entièrement libres, et puis on a fini par simplifier sur la photographie. Non pas que je connaisse absolument quoi que ce soit à la photographie, mais je me suis dit, on va simplifier sur la photographie parce que c'est le plus simple dans ce contexte-là, parce que la peinture, le dessin, en 5 heures, c'est un peu difficile, donc même, je leur disais, venez avec un jetable. Le principal, ce n'est pas le résultat, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire regarder. Et ce qui était tout à fait frappant, c'est que la première tendance, c'est on photographie ce qu'on voit et qu'on trouve beau, et il n'y a rien qui se montre. Et que pour apprendre à regarder, il faut faire un travail. Et en général, c'était presque l'essentiel du travail que je faisais avec les élèves, c'est de dire, mais non, mais là, toi, tu vois quelque chose, mais nous, on ne voit rien. Et pour que tu réussisses à voir, il faut que tu travailles intensément pour entrer dans l'inconnu de ton propre regard. Et il se trouve que, du coup, j'ai été intégré au département de photographie de Paris 8. Parce qu'évidemment, comme mon cours était un cours que les élèves aimaient beaucoup, parce que c'était un cours où au moins il se passait quelque chose, et certains de mes anciens élèves sont dans la salle, donc ils pourront témoigner. Comme mon cours plaisait beaucoup, puisque
s'agissait pas de fermer les choses par des nouveaux concepts, il s'agissait de revenir à la source de cette innocence qui fait que quelqu'un a envie de faire de la photographie. Parce que ce que je disais toujours à mes élèves, mais pourquoi vous allez vous engager à faire de la photographie? Si vous voulez gagner de l'argent, ce n'est pas le meilleur choix. Vous auriez mieux fait faire une école d'ingénieur. Mais si vous faites ça, c'est que vous sentez que par là, quelque chose de vrai, quelque chose de décisif peut advenir. Donc prenez le risque. Donc je les encourageais à faire comme Francisco Varela et comme Ezra Pound. Entrer dans l'inconnu d'un regard qui ouvre le monde et le rende habitable. Et donc, parce que c'est une pratique incarnée, nous libère du nihilisme. Et je crois que c'était la première approche pour transmettre la pratique de la méditation. Et je trouvais que, sans parler de méditation, que c'était vraiment les élèves faisaient l'expérience de la méditation, parce qu'ils faisaient l'expérience que c'est par cette inscription corporelle dans le présent qu'on apprend à voir, que voir, c'est apprendre à travailler avec tout ce qui nous empêche de voir, comme méditer, c'est travailler avec tout ce qui nous empêche d'être présent. Méditer, c'est découvrir qu'on n'est pas présent, parce qu'on a deux pensées qui viennent en boucle, parce qu'on a des pensées douloureuses, parce qu'on vit en pilotage automatique, etc. Eh bien, photographier, c'est découvrir qu'on n'y voit jamais rien, qu'on vit avec des tas d'images qu'on a dans la tête qui nous empêchent de voir pour de bon, et que c'est un vrai travail d'apprendre à voir pour de bon. Et donc, en enseignant la photographie, c'était peut-être une des belles manières d'apprendre la méditation. Et donc voilà un peu le lien et, qui s'est élaboré peu à peu pour moi entre le lien entre la poésie, la méditation et pourquoi il y avait là un point d'appui très profond et solide pour nous aider concrètement à faire que la méditation s'incarne vraiment dans nos vies. Voilà, si vous avez des questions, vous êtes vraiment bienvenus. J'ai été trop rapide sur des tas de choses, donc c'est vraiment l'occasion, si vous voulez, que j'essaye de préciser un peu. Jacqueline, vous dites la poésie et la vérité de la méditation. Et est-ce qu'au fond, écrire un poème, ce serait méditer? Est-ce qu'il y a une différence entre créer et méditer? Créer au sens où vous avez défini la créativité. Aucune différence. Donc les créateurs n'ont pas besoin de méditer? Non, absolument pas. Et je suis désolé, mais pour la plupart ici, ma réponse est incompréhensible. Elle n'est compréhensible que pour Jacqueline qui pose la même question chaque fois. Donc je lui fais une réponse différente à chaque fois. Comme elle veut absolument que j'essaye de lui dire qu'on n'a pas besoin de méditer, qu'on peut faire autre chose, j'ai décidé aujourd'hui de te donner satisfaction. Après je ne sais combien de fois où j'ai essayé de dire le contraire, je me suis dit, ça ne sert à rien, tu reposeras la même question, et donc tu as raison. J'ai pas besoin d'avoir raison. Non, mais voilà. Non, mais disons, c'est une question qui m'importe. Il fallait juste que j'explique pour ceux qui ont manqué quelques épisodes précédents. Bonsoir. Bonsoir. Anne. Moi, j'aimerais que... je suis venue ce week-end, mais c'est la première fois que j'ai en soirée, donc je vais peut-être poser une question à laquelle vous avez déjà répondu. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Il faut toujours recommencer. C'est ce que j'ai dit ce week-end, il faut toujours commencer. Donc exactement. Qu'est-ce que vous entendez par poésie? Alors, oui. Si vous voulez, par rapport à ce que j'ai dit ce soir, poésie, on pourrait dire, c'est ce que Francisco appelait créativité.
Et donc la poésie, c'est tous les arts. Et je trouve que si on met les deux mots, c'est un peu mieux. Le mot poésie, le mot créativité tout seul a tous les ennuis que j'ai dit. On a l'impression que c'est juste, si je m'exprime, ça va suffire. Donc ce n'est pas du tout ça la créativité. Donc c'est ça qu'il faut les préciser. Et poésie, on a tendance aujourd'hui à penser la poésie juste comme quelque chose de joli. Ça, j'ai compris ce week-end que c'était. Voilà. C'est que c'est pas ça. Donc la poésie, on pourrait dire, c'est tous les arts en tant qu'ils sont l'entrée dans le risque d'une présence. C'est s'engager dans la présence pour que cette présence rayonne et soit un espace habitable pour nous. Si vous écoutez un morceau de musique, si vous voyez un tableau, si vous lisez un poème, qu'est-ce qui se passe? C'est que s'ouvre un espace complètement neuf. C'est pour ça que la citation que j'ai citée, qu'est-ce que la poésie? La citation de Marina Tsvetaeva, le premier millimètre d'air au-dessus de la Terre, me semble éclairer, mais aussi bien un tableau, un vrai spectacle de danse, un vrai spectacle de théâtre, c'est que d'un seul coup, vous êtes dans un espace où ça respire pour de bon. Et pour y accéder, le risque est inhérent au processus. C'est absolument itinérant. C'est comme la méditation. Vous ne pouvez pas méditer si vous ne prenez pas le risque. C'est pour ça que dès que vous avez un but, je vais méditer pour gérer mon stress, vous ne méditez pas. Et si vous avez déjà un plan, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire si vous ne rencontrez pas le rouge que vous avez, si vous n'écoutez pas le mot, vous ne pouvez pas faire un poème. C'est la fameuse, vous savez, c'est la fameuse phrase archi connue de Mallarmé à Degas qui disait « J'écris des poèmes, mais j'ai du mal alors que j'ai pourtant de très bonnes idées ». Et Mallarmé répond, on n'écrit pas un poème avec des idées, mais avec des mots. Et ça, c'est exactement ça, le risque. C'est écrire avec des mots, retrouver la couleur, retrouver... Et c'est ça qui fait qu'il y a monde, parce que qu'il y a monde, qu'il y a quelque chose qui se montre, parce que nous sortons des idées reçues. Et c'est exactement comme dans la pratique de la méditation. Méditer, c'est sortir des idées reçues. Et c'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que la question que vous aviez posée, monsieur, tout à l'heure, elle aide tout ce que j'ai à dire ce soir, parce que on voit bien la question de monsieur sur le fait de pourquoi la méditation ne nous aide pas à vider la tête. On voit bien, il s'agit beaucoup plus d'entrer dans quelque chose, dans cet espace-là. Et la méditation nous aide, non pas en évacuant les problèmes, mais en nous donnant une autre respiration. Et c'est cette autre respiration qui est au fond la plus précieuse. Merci. Bonsoir, c'est Muriel. Je voulais en fait poser une question par rapport à l'interprétation de la musique, de ce que tu disais de recréer à neuf, pas de la composition, parce que ça, moi, je ne connais pas, effectivement, comme tu disais, la composition musicale à l'époque moderne, ça a beaucoup changé le langage, mais l'interprétation de la musique qui est déjà écrite, la musique classique, parce que bon, dans ma pratique ou l'enseignement, c'est des questions que je me pose entre quel est le geste qui va faire qu'on va recréer à neuf le morceau, qu'on ne va pas répéter comme une photocopieuse ce qui est écrit. Et en même temps, il y a beaucoup de contraintes dans la musique classique. Contraintes techniques pour l'instrument, de contraintes de ce qu'il faut faire, interpréter ce qu'il y a d'écrit sur la partition, et aussi des contraintes d'une forme musicale. On n'interprète pas Mozart comme Fauré, comme Wagner, etc. Donc il y a beaucoup de contraintes, et puis aussi des codes qu'on a dans la tête, aussi des idées préconçues, il y a des tas de choses. Et dans ces différentes contraintes, moi j'essaye, au moins c'est des questions que je me pose, de quand même recréer à chaque fois quelque chose, au moins un espace ou quelque chose d'un peu neuf. Je trouve ça difficile. Et donc, je voulais savoir ce que tu pensais, ce que tu pouvais en dire. Alors d'abord, je crois qu'il faut faire une distinction très importante. Ce n'est pas la même chose, l'ensemble des règles qui viennent du fait qu'on doit être à l'écoute de la musique qu'on va jouer, par exemple de Mozart, qui est différent de Fauré, et après de tout le savoir technique au bon sens du terme, des préconceptions qu'on pourrait avoir, qui sont d'autres qu'il faudrait vraiment distinguer.
Et ces règles sont absolument décisives. C'est ça l'expérience, au fond, c'est très important ta question. C'est pour ça que le mot créativité a toujours ce danger, c'est que la créativité véritable ne se découvre que dans un intense rapport à des contraintes. Ça, c'est absolument décisif, parce que sans contrainte, il n'y a pas de risque. Ce n'est pas un risque. Faire ce que je veux comme je veux, ça ne fait rien apparaître. Donc pour qu'il y ait un risque, il faut que j'ai vraiment une entente d'une finesse extrême des règles et que j'arrive à les habiter, ces règles. Et la vraie liberté, ce n'est pas être contre les règles ou pour les règles, c'est d'avoir un rapport aux règles d'une entière liberté. Elles ont, les très très grands chanteurs, on a l'impression qu'ils chantent comme pour la première fois, qu'on n'a jamais entendu comme ça avant, ou un pianiste. Et moi, je trouve que c'est d'autant plus visible, par exemple, si vous prenez Bach. Vous écoutez Bach, et là, on voit tout de suite ce que c'est un grand musicien. Alors, surtout Bach, que j'écoute tout le temps, vous écoutez un grand pianiste, c'est complètement neuf. Et pourtant, vous voyez, il y en a plein qui sont chaque fois complètement neufs. Et c'est toujours possible d'entendre à neuf. Tant qu'il y a un être humain, il est possible d'entendre à neuf. Et je prends exprès l'exemple le plus extrême, Bach. Et donc, et dans le travail que je faisais avec les élèves, l'essentiel que je leur montrais, c'est qu'ils étaient d'autant plus libres que les contraintes qu'ils s'imposaient étaient d'une extrême. Plus elles étaient extrêmes, plus ils photographiaient. Et les très très grands photographes, ce sont ceux qui se sont donné des contraintes, voilà, de manière. Alors après, on pourrait montrer la différence entre le classique et la modernité. C'est que dans la modernité, vous vous créez à vous-même vos propres règles. Ce n'est pas du tout qu'il n'y a plus de règles. C'est que juste vous créez à vous-même vos propres règles, tandis que dans l'âge classique, il y a quelque chose où les règles sont déjà là. Mais c'est une différence d'accentuation. Ce n'est pas une différence de statut. Donc, et on est d'autant plus libre qu'on a un rapport réel aux règles. Et un rapport réel aux règles, vous voyez, c'est ça qui fait défaut. Ce n'est pas un rapport de soumission aux règles, ce n'est pas un rapport au sens bêta du terme de liberté par rapport aux règles, c'est un rapport d'intelligence des règles. Et ça, c'est vraiment c'est ça le vrai travail. C'est comment la règle libère quelque chose. Et ta remarque est d'autant plus précieuse que dans la pratique de la méditation, c'est la même chose. La pratique de la méditation, vous avez des règles d'une extrême. Pourquoi on médite? C'est pour toucher la liberté. Comment on fait? On a un ensemble de règles très simples, mais très fermes. On a le dos droit, on ne peut pas bouger, on doit suivre son souffle, c'est vraiment difficile. Voilà. Et c'est cette difficulté-là qui fait qu'on peut trouver quelque chose de la liberté de son propre être. Et ben, c'est exactement la même chose dans l'art. Et c'est pour ça que ta question est vraiment très précieuse et permet de préciser un point décisif. Une dernière question ? Bonsoir, Amélie. Je voulais revenir sur la présence habitable, cet espace de respiration. Quand on voit certaines œuvres d'art contemporain, elles sont angoissantes, certaines peuvent être angoissantes ou oppressantes, où justement on ne respire pas. Enfin, oui, la plupart des œuvres d'art contemporain ne sont plus de l'ordre du poème, donc elles ne sont rien. La question, ce n'est pas qu'elles sont angoissantes, parce que les tableaux de la Maison du Sourd de Goya sont d'une difficulté extrême, mais elles sont habitables pour autant. Et qu'est-ce que vous appelez par habitable? Ça dit la vérité. Ça. Vous avez vu les tableaux de la Maison du Sourd, vous voyez au moins de quoi il s'agit, qui sont les tableaux qui sont peut-être les tableaux les plus poignants et presque les plus angoissants de l'histoire de la peinture. Mais dans le même temps, c'est réel. Et donc vous êtes libéré. Et la vérité... Là, il y a quelque chose qui vous libère, il y a quelque chose qui vous... on avait fait un séminaire sur Goya, où on a parlé. Ça, c'est l'art contemporain qui pense que, comme nous sommes coupés de notre expérience dans la figure du nihilisme, nombre de figures, non, on ne peut pas dire figures, nombre de producteurs dans l'art contemporain pensent que l'intensité du choc que les gens vont sentir va être le signe que l'œuvre est réelle,
dans une confusion complète sur le sens de l'œuvre d'art. Et donc ils font des œuvres qui sont très provocatrices. Vous voyez? Et donc, vous voyez comme moi, plus c'est provocateur et plus vous avez un choc émotionnel devant l'œuvre d'art, plus on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Mais ça, c'est parce que les gens ne sont plus en rapport à leur expérience. Vous voyez, imaginez, c'est parce que vous écoutez du hard rock que vous allez vivre un choc plus profond musical que si vous écoutez Debussy. Vous voyez, j'ai rien contre le hard rock, mais on ne va pas dire que le hard rock, parce que c'est beaucoup plus fort, vous allez ressentir plus que si vous écoutez Debussy qui est dans la finesse la plus infinie. Vous voyez, c'est ça la grande confusion d'une grande part de l'art contemporain. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, la réponse c'était habitable, c'est la vérité. Oui, et c'est la vérité, mais c'est aussi le fait que vous puissiez... J'ai dit ça, mais si j'étais fidèle à ce que j'ai dit aujourd'hui, je dirais juste, ça vous fait respirer. Et vous sentez, ça vous fait respirer. Et donc, parfois, la vérité, on a du mal à respirer. Quand on voit une œuvre d'art, même les œuvres d'art je ne vois pas, ou Guernica par exemple, je ne vois pas une œuvre d'art majeure, même aussi dramatique soit-elle, qui ne fasse pas respirer. Mais donnez-moi un contre-exemple de quelque chose que je ne verrai pas. Mais il me semble que si on pense à Guernica, vous êtes devant Guernica, vous vous sentez humain comme jamais. Vous ne vous sentez pas du tout plombé. Vous voyez, je ne dis pas que vous ne recevez pas un choc en pleine figure, mais vous vous sentez... Est-ce que c'est plus clair? Oui, oui, merci. Et si une œuvre d'art ne vous donne pas cette expérience où vous êtes plus humainement là, dans cette inscription corporelle, présent, que quelque chose ne s'ouvre pas, c'est soit que vous êtes fermé à l'expérience de l'œuvre d'art, soit que l'œuvre d'art n'est pas une œuvre d'art. Et aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'essayer d'aller dans les musées d'art contemporain pour voir une œuvre d'art. Il n'y en a plus. Pour des raisons tout à fait... pour des raisons très... qui ont plein de raisons d'être. Mais ça n'en est plus. Bon, ce serait la dernière question. Du coup, vous considérez qu'on doit détacher l'œuvre d'art de son concept? Enfin, par exemple, l'art conceptuel. Il n'y a pas de concept dans l'œuvre d'art. S'il y a des concepts, l'art conceptuel, c'est complètement autre chose. C'est passionnant, je pourrais vous en parler. C'est génial, l'art conceptuel. Mais ça s'appelle comme ça. Mais si vous allez voir un jour une exposition d'Onkawara, par exemple, qui est un des grands artistes, entre guillemets, d'art conceptuel, vous faites une expérience de présence, c'est entièrement habité. C'est un peu rigide, mais c'est quand même profondément habité. Donc ça, c'est complètement autre chose. Hein. Oublions l'art conceptuel. Une œuvre d'art, mais quel rapport entre un concept et une œuvre d'art? Si vous voulez, depuis Kant, Kant l'a très bien dit, qu'est-ce que c'est une œuvre d'art? C'est ce qui est libre de concept. C'est ça le principe même d'une œuvre d'art. Il ne peut pas y avoir de concept. Qu'est-ce que c'est le concept, hein? Excusez-moi, je refais ce que j'ai fait déjà des milliers de fois pour les élèves de l'école occidentale, mais pour ceux qui ne sont pas là, faisons un tout petit cours de philosophie. Qu'est-ce que c'est un concept? C'est ce qui rassemble le divers en une unité. Je prends toujours le même exemple, le chien. Si vous avez un bulldog et vous avez un petit caniche, ou vous avez un cocker, sensiblement, ils sont tout à fait différents, si vous les voyez. D'accord? Mais ils ont tous en commun d'être un chien. Donc le chien, c'est ce qui rassemble le divers dans une unité, qui me permet de parler de chien. Donc c'est très précieux. Spinoza définit le concept de chien comme un animal aboyant. Et c'est comme ça qu'on définit un concept. Le concept se définit par nommer quelque chose en, comment on appelle ça? Par la différence spécifique. Donc c'est un animal, et on dit la différence spécifique aboyant. Et comme ça, j'ai chien. C'est très précieux. Qu'est-ce que c'est l'expérience artistique? C'est faire l'expérience de chien hors du concept. Et c'est de voir à neuf le chien.
C'est ce que dit Proust. Qu'est-ce que dit Proust? Il dit l'artiste vous prête ses yeux pour voir à neuf le monde. Voilà, ça. S'il y a un concept, vous ne voyez pas à neuf le monde. Il n'y a pas besoin d'artistes pour des concepts. Les artistes sont là pour nous montrer la limite des concepts. Pourquoi on a besoin d'artistes dans notre monde? Parce que s'il n'y a plus que des concepts, on étouffe. Heureusement qu'il y a des concepts, parce que c'est très précieux de savoir que Médor est un chien comme le berger allemand, mais c'est aussi important à un moment de ne pas être prisonnier de l'ordre du concept. Donc tout artiste qui parle que son œuvre est un concept qu'il va vous expliquer avant, ça n'a pas, mais ça n'a pas le moindre. C'est du temps perdu. C'est pas. Et donc de ce point de vue-là, j'en profite pour faire un tout petit cours d'éducation artistique. De ce point de vue-là, Duchamp ne présente aucun intérêt dans l'histoire de l'art au XXe siècle. Et si l'art contemporain fait de Duchamp la figure tutélaire, c'est un aveuglement majeur sur l'histoire de l'art au XXe siècle. Et voilà. Voilà ma contre-histoire de l'histoire de l'art comme elle est aujourd'hui partout proclamée, comme si Duchamp était, parce qu'il a mis une pistoletière dans un musée, avait apporté quelque chose de décisif. Mais j'ai rien contre Duchamp, c'est tout à fait sympathique, mais c'est tellement étroit par rapport à Brancusi. Et ça, c'était la vertu de Duchamp, c'est qu'il a beaucoup vendu les œuvres de Brancusi et a beaucoup aidé. C'était un marchand d'art avisé, et il a fait beaucoup de choses pour la reconnaissance de Brancusi aux États-Unis. Il a aussi, ça c'est son aspect positif, l'aspect positif de Duchamp, c'est qu'il a aidé que Brancusi soit mieux connu. Et le point noir de Duchamp, c'est l'aveuglement qu'il a eu devant l'œuvre de Pollock et la haine qu'il avait de l'œuvre de Pollock qui foutait en l'air tout ce qu'il avait cru de l'histoire de l'art. Puisque Pollock repart à l'aventure et ouvre à neuf l'expérience poétique. Et au fond, si vous voulez, Duchamp, c'est celui qui a essayé de montrer que l'art n'avait rien à voir avec la méditation et de la liquider. Voilà, pour ce soir. Bonnes vacances.